Donc, journée mondiale de l'AVC. Donc, AVC pour accident vasculaire cérébral. Les Français ne sont pas alertés sur le fait que c'est une grande urgence. Donc, je suppose que vous avez tous, quasiment tous, entendu parler des AVC, que vous savez, enfin, pour la plupart, ce que ça veut dire. Donc, accident vasculaire cérébral, ça va être un accident au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau du cerveau, qui va bien sûr avoir un impact parce que le sang qui passe dans ces vaisseaux, on en a un petit peu besoin pour faire fonctionner notre cerveau, même si on ne l'utilise pas tous de la même façon, mais on en a besoin quand même. Donc les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause de handicap acquis chez l'adulte en France. Donc c'est quand même bien de faire de la prévention, de le savoir reconnaître un AVC et comment le prendre en charge. Vous, non, vous n'avez pas besoin, mais en tout cas, savoir qu'il faut réagir très très rapidement quand on distingue les symptômes, dont on va parler bien sûr après. 120 000 personnes en sont victimes chaque année. Dans un rapport, la Cour des comptes recommande la mise en place de campagnes de sensibilisation pour le grand public. Donc pour que la Cour des comptes dise ce serait quand même bien qu'on lâche des sous pour faire un peu de prévention et que le grand public soit au courant, c'est qu'eux-mêmes se disent ouais, non, là on peut pas laisser trop les gens dans la merde, ça nous coûte de l'argent. C'est triste, hein, mais c'est leur logique. Hein. Première cause de décès chez les femmes et deuxième chez les hommes en France, les accidents vasculaires cérébraux entraînent plus de 30 000 décès et 120 000 hospitalisations par an. Ils peuvent survenir à tout âge de la vie. Euh, après, oui, après, la majorité, on est quand même à partir d'un certain âge. Les jeunes, ça va être pour la plupart s'il y a une comorbidité, comme par exemple un anévrisme au niveau du cerveau. Un anévrisme, c'est vous avez, euh, vous avez le vaisseau, ça, on va dire, c'est le vaisseau sanguin. Et en fait, un anévrisme, ça fait un petit ploup. Il y a une petite bosse parce qu'il y a une petite fragilité au niveau du vaisseau qui fait que, hop, la paroi, elle s'est ramollie et ça vient faire une petite bosse. Et malheureusement, cette petite bosse, la paroi, elle est fine. Des fois, vous avez ça sur des pneus. Si vous frottez contre un trottoir, vous allez voir une petite hernie qui va se faire sur le pneu. Et le risque, c'est que le pneu éclate. Et ben là, c'est pareil, parce que dans les vaisseaux sanguins, il y a le sang qui circule et donc il y a la pression sanguine, il y a de la pression. Et c'est un endroit fragile et qui, du coup, sous le coup de la pression sanguine, peut se rompre. Donc ça, c'est un type d'AVC. On va voir qu'il y en a deux. Mais généralement, chez les personnes jeunes, c'est plutôt ce type-là qu'on va trouver. Enfin, on peut trouver des cas de caillots, mais il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, hein, ça, c'est à mettre avec des gros guillemets, mais ça me paraît plus cohérent, enfin plus dans la logique, quoi. Donc, l'AVC, c'est une hémorragie dans le cerveau ou un caillot. Donc là, je vous ai parlé de l'hémorragie, mais ça peut être aussi un caillot qui bouche une artère. Donc, l'AVC va créer une hémorragie, le vaisseau va se rompre, le sang va s'échapper et du coup, ne va plus arriver aux cellules du cerveau. Plus de sang, plus d'oxygène, les cellules, elles vont malheureusement mourir. Donc l'idée, c'est pour ça qu'il faut intervenir vite, parce que l'idée, c'est de pouvoir réapporter l'oxygène à ces cellules avant qu'elles ne meurent, ou qu'il y en ait le moins possible qui meurent pour que ça puisse, pour qu'il y ait des choses qui puissent revenir, quoi. Le caillot, ça va être plus ou moins le même principe, ça va boucher le tuyau et le sang ne va plus arriver aux cellules. Pareil, plus d'oxygène, les cellules vont mourir. Donc toujours pareil, l'idée c'est enlever le caillot le plus rapidement possible pour réapporter l'oxygène aux cellules. L'AVC concerne même 1 millier d'enfants chaque année. Une journée nationale lui est consacrée le mercredi 29 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Les enfants, ça va être souvent. Moi, on va parler selon l'époque à laquelle ça se passe d'éventuellement mince, de paralysie. Ah non, c'est pas de paralysie.
J'ai perdu le terme. Parler le terme. Euh, mais souvent, c'est qu'il y a. Je suppose que dans le cas des enfants, c'est quand même souvent plutôt hémorragique, quoi. Les caillots, c'est principalement ce dont on a parlé l'autre jour, tout ce qui va être des thrombus. Et vous avez une augmentation du risque d'avoir des thrombus, donc des petits caillots, euh, quand vous avez par exemple du cholestérol. Le cholestérol qui va venir se plaquer contre la paroi du vaisseau de chaque côté. Là, vous avez, vous imaginez le tuyau là. Bah, vous allez avoir des plaques de cholestérol qui vont se mettre et on appelle ça de l'athérome. C'est des petites plaques de gras qui vont venir se fixer dans les tuyaux, quoi. Je vais essayer de vous trouver. Hop. Je sais que j'avais déjà vu je vous avais déjà montré des trucs parce qu'on avait déjà parlé. Hop, tac, ça va le faire comme ça. Voilà. Donc là, vous avez le vaisseau. C'est une coupe, hein, qui n'a pas de, il y a pas de plaque d'athérome. Et puis là, vous voyez que vous avez des dépôts qui se forment. Donc ça, on parle d'athérome et on va aussi parler d'athérosclérose. Pourquoi ? Parce que, in fine, ces dépôts vont aussi engendrer euh, une, une perte d'élasticité au niveau de la paroi du vaisseau. Or, le vaisseau a besoin d'élasticité pour justement faire face à la pression sanguine. Le risque avec ces plaques, il y a deux risques. Il y a le fait que ça rétrécit le flux sanguin jusqu'à potentiellement obstruction, mais aussi il peut y avoir un détachement de ces plaques. Et là, le détachement de cette plaque, c'est un petit caillot qui va venir boucher éventuellement un vaisseau et créer un AVC. Après, si c'est dans les poumons, ce sera un thrombose pulmonaire. Si c'est au niveau du cœur, un infarctus. Enfin voilà, vous allez avoir plusieurs types, mais là, on va se concentrer que sur les AVC. Mince, c'est toujours pas ça. Hop. Tiens, je vais lancer le truc des questions. Si jamais vous avez des questions comme ça, vous pourrez les poser. Hop. Et je le verrai normalement plus facilement. Je crois. Je ne sais pas. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En gros, ça fait une plaque de gras qui se bouche et en plus des dépôts provoquent de la néovascularisation parce que le vaisseau est en hypoxie, sauf que la néovascularisation crée des mini-vaisseaux perméables qui augmentent l'accumulation de plaques encore plus. Ouais, en gros, tu veux dire que du coup, ce que tu appelles néovascularisation, c'est que comme le vaisseau se bouche, va y avoir des espèces de voies qui vont essayer de se créer à côté, des nouveaux vaisseaux pour essayer de compenser, mais qu'au final, ces vaisseaux-là sont dysfonctionnels et vont risquer de faire encore plus d'accumulation de plaques et ça va être ça va être encore pire in fine, quoi. Pourtant, les symptômes de cette urgence médicale ne sont pas suffisamment connus du grand public, estime la Cour des comptes. Dans un rapport publié mardi 28 octobre, tel que la paralysie soudaine d'un côté du corps ou des troubles du langage ou de la vue. Les Français minimisent souvent ces signes, confirme le docteur France Voiement, neurologue, alors que chaque minute compte. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment, il n'y a plus d'oxygène dans une partie du cerveau, il faut intervenir très très vite pour que l'oxygène revienne dans cette partie du cerveau. Je m'embrouillais avec l'hémorragie vasculaire et enfin l'AVC hémorragique ou l'AVC avec un caillot. Je crois que c'est 85%, quelque chose comme ça, c'est des AVC avec caillot. Et le reste, c'est hémorragique. Donc c'est vraiment quand même la plupart du temps, c'est des caillots. Quand on voit ces signes, il faut appeler immédiatement le 15. Les Français pensent encore qu'ils ont le temps devant à ces symptômes et qu'ils prendront un rendez-vous avec leur médecin traitant.
ils ne sont pas alertés sur le fait que c'est une grande urgence, insiste le neurologue. Il faut absolument mener des grandes campagnes audiovisuelles pour informer les Français sur l'importance d'appeler immédiatement le 15. On permettra ainsi de diminuer bon nombre de séquelles post-AVC. Dans son rapport, la Cour des comptes préconise une dizaine de mesures, dont la mise en place de campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, les 3/4 des victimes d'AVC survivent, mais souvent avec des handicaps lourds qui sont intégralement pris en charge. La Cour des comptes réclame également un nouveau plan national pour unifier le parcours de soins de ces patients. Donc, pas vraiment, c'est les cellules qui composent le vaisseau qui sont plus du tout bien irriguées elles-mêmes. Ah oui, donc le vaisseau part lui-même en cacahuète. Et du coup, des mini-vaisseaux se créent pour nourrir ces cellules, ok, et ça engendre encore plus d'accumulation parce que ces nouveaux vaisseaux immatures sont très perméables. Ok, d'accord. Ok. Ouais, il y a quand même une nouvelle vascularisation, mais des cellules du vaisseau. Ok, ok, ok. Bah merci pour l'info, Duke. Donc c'est vrai qu'on va avoir tendance, enfin, peut-être à minimiser certains signes. En plus, bon, parfois, ça va être des AIT, je vais en parler brièvement, et où effectivement, il y aura l'apparition des symptômes et ça repart. Mais s'il y a AIT, souvent, il y a un risque augmenté de faire un AVC plus tard. Dans tous les cas, si vous avez un doute, appelez le 15 pour être sûr de prendre la bonne décision de est-ce que c'est urgent de consulter ou pas. J'ai envie de dire, ça coûte rien. Vaut mieux être sûr que vous avez le temps d'attendre demain pour prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, etc., euh, que de ne pas appeler. Et au final, c'était une urgence et fallait une intervention rapide, tout de suite, quoi. Et c'est valable sur l'AVC comme sur d'autres trucs. Si vous avez un doute, moi je sais qu'un jour j'ai eu un doute comme ça. C'était la nuit, je n'arrivais pas à avoir SOS médecin, j'arrivais à avoir personne. J'ai fini à contre-cœur, je me suis décidée à appeler le 15. Bon, bah voilà, ils m'ont aiguillé. Au final, eux ont pu me déclencher SOS médecin alors que moi, j'y avais pas accès. Voilà, c'était pas. Et au final, ils ont déterminé qu'il n'y avait pas d'urgence vitale, mais ils ont quand même envoyé un médecin, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter à appeler le 15, ils vous orienteront au besoin. C'est pour ça, sans traitement, ça part très difficilement. Bah oui, oui, oui. Faut être accompagné, savoir quelle est l'origine aussi de l'AVC ou de l'AIT. Est-ce que, même si dans la plupart des cas, c'est souvent un caillot, bah, il faut quand même le confirmer et puis le traiter, parce qu'en général, un caillot n'arrive pas comme ça. Et si c'est hémorragique, bah, là, c'est pour le coup, c'est très grave et il faut intervenir très, très vite, quoi. Ce qui est intéressant de savoir, du coup, c'est les symptômes, évidemment. AVC, AIT. AVC, accident vasculaire cérébral. AIT, accident ischémique transitoire. En gros, pour faire simple, l'AIT, c'est en général, c'est transitoire, tout est dans le terme. C'est un AVC, mais dont le caillot va finir par partir de lui-même. Ça arrive. Mais du coup, ça va déclencher les mêmes symptômes qu'un AVC. Sauf que bah, quand le caillot repart, les symptômes disparaissent. Mais ça doit quand même être un signe d'alerte. Parce que s'il y a eu un AIT, c'est qu'il y a un caillot qui se balade. Donc le caillot, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Donc il y a un risque augmenté vraiment de refaire un AVC, voire éventuellement d'autres thromboses à d'autres endroits du corps. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Parce qu'effectivement, il y a le risque de mortalité, mais encore une fois, il y a les séquelles. Et plus on intervient vite, plus on fait baisser le risque, enfin les séquelles, post-AVC. Donc, les symptômes, là, ils le mettent d'un AVC ou d'un AIT. Ils mettent les deux en même temps parce que on va voir que c'est quasi pareil. Perte de force ou un engourdissement
engourdissement, excusez-moi, d'un membre supérieur. Donc en gros, les bras, on ne peut pas les lever. Engourdissement ou une faiblesse dans les jambes. Problème de se lever, une jambe molle, on sent qu'il y a un truc qui va pas, on peut pas marcher. Engourdissement du visage, j'ai du mal à dire engourdissement, je sais pas pourquoi. Du visage, une impossibilité de sourire. Ça peut être un test. S'il y a une personne, vous avez un doute, demandez-lui d'essayer de sourire. Est-ce que vous voyez une asymétrie au niveau du sourire? Il y a une lèvre qui monte et d'un côté, pas de l'autre. Tu veux dire quelque chose au chat, chaton? Non? Voilà, tu vas te poser. Déformation, une paralysie du visage. Par exemple, une lèvre est tombante d'un côté. Voilà, vous avez la lèvre qui va descendre aussi. Ça peut être aussi quelque chose. En fait, l'AVC, vous allez voir, ça va atteindre un seul côté du corps, normalement, puisque c'est localisé comme un AVC. Un trouble de la parole, difficulté à parler ou à répéter une phrase, difficulté aussi potentiellement à comprendre son interlocuteur, une perte soudaine de l'équilibre, instabilité en marchant, comme en cas d'ivresse. On peut avoir l'impression que la personne est bourrée alors qu'elle n'a pas bu, quoi. Un mal de tête intense, brutal et inhabituel. Un problème de vision, même temporaire, perte de vue d'un œil ou vision double. Donc, c'est bien précisé si l'un des signes suivants survient de façon brutale. Donc, c'est pas il vous faut un petit, un peu de ça, voilà, si vous avez 2, 3. Non, vous avez un de ces signes qui apparaît direct, 112 ou le 15, tout de suite. Parce que, évidemment, on a vu que dans le cerveau, il y a différentes aires qui sont spécialisées dans une fonction enfin, dans différentes fonctions. Donc forcément, en fonction de la région de votre cerveau qui va être touchée, les symptômes peuvent être un peu différents. Donc c'est pour ça que c'est seulement un de ces signes. Parce que si ça touche les membres supérieurs, peut-être que ça va pas toucher, par exemple, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, le langage. Donc voilà. Et si on s'en rend compte, si on est seul, 112. 112, si t'es seul, t'essayes 112. Si t'habites en appartement, t'essayes d'aller, si tu peux, toquer chez un voisin. Mais tu appelles. Tu appelles. Et voilà, si tu as quelqu'un vraiment à côté de toi, que tu peux aller frapper chez un voisin pour avoir de l'aide, si jamais tu as des difficultés à parler ou quoi, tu appelles. Et dans tous les cas, faudra que le voisin appelle, dans tous les cas. Tout. Donc là, vous avez, encore une fois, ça c'est le site d'Amélie, et dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans le Discord. Donc agir vite en cas d'AVC. Et là, ils remettent une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, des troubles de la parole, que ça peut être très bien avoir du mal à parler, mais ça peut être aussi avoir du mal à comprendre aussi. Donc voilà. Les symptômes de l'AIT, donc l'accident ischémique transitoire, à considérer comme une urgence. Engourdissement du visage, engourdissement ou perte de force dans un bras, on retrouve des choses qu'on a déjà vues plus haut. Cécité ou un trouble de la vision temporaire d'un œil, on l'a déjà vu plus haut. Trouble de la parole, ça rejoint quand même très très fort ce qu'on a vu plus haut. Et encore une fois, dans le doute, vous appelez. Oui, voilà, exactement comme dit Duke. De toute façon, quand vous appelez, vous allez être accompagné au téléphone. Donc ne vous inquiétez pas, ils sauront vous poser les bonnes questions pour vous aiguiller et pour aussi, eux, essayer d'établir, je vais pas dire un diagnostic, parce que par téléphone, on peut pas vraiment parler de diagnostic, mais un espèce de pré-diagnostic
pour savoir urgence, pas urgence, quel type, si urgence, quel type aussi d'équipe ils vont envoyer éventuellement à votre domicile, quoi. Mais est-ce que c'est plus difficile de s'auto-diagnostiquer? Bah, si tu sens un engourdissement ou quoi, enfin, ou un maux de tête violent, tout ça, je pense qu'il y a des choses que tu vas quand même ressentir. Après, tu peux te regarder, tu peux te regarder dans un miroir pour voir aussi si tu sens il y a un truc bizarre. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent t'aider à voir. Après, j'ai envie de dire, tu vas sentir qu'il y a un truc bizarre. Parce que dans tous les cas, plus ça va avancer, comme tu as encore une fois une partie de ton cerveau qui n'est pas oxygénée, plus ça va se dégrader. Donc, tu vas le sentir. Donc, tu vas forcément, il y a un des trucs qui va te tilter, quoi. Mais oui, enfin voilà, Duc fait bien de le rappeler. Vous appelez le 115, il vous aiguille, il vous accompagne. Enfin, il y a pas de souci, quoi. Donc là, dans le cas de l'AIT, on retrouve un petit peu quand même exactement les mêmes symptômes parce qu'encore une fois, au final, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est la partie caillot parce que la partie hémorragie, ça va pas s'auto-boucher tout seul, il me semble. Mais c'est un caillot qui va partir de lui-même. Donc effectivement, ça peut être que quelques minutes, quoi. Mais il n'empêche que c'est pas à prendre à la légère, que d'appeler le 15, ça reste important, et que dans tous les cas, dans tous les cas, un suivi, une consultation derrière avec votre médecin traitant sera à faire pour avoir un suivi. Parce que quelqu'un qui a eu un AIT a un risque accru de développer un AVC plus tard, quoi. Diagnostic. Pourquoi il nous reparle de diagnostic? Ah oui, comment on fait le diagnostic? Donc déjà, bah, vous êtes hospitalisé pour faire vraiment le diagnostic et la prise en charge. Si possible, dans une unité neurovasculaire. Alors, il marque si possible parce que peut-être peut-être tous les hôpitaux n'en disposent pas. L'examen médical évalue dès la phase initiale le degré de l'atteinte neurologique et le niveau de conscience. Bonsoir Shikaruko, excuse-moi, j'ai eu du mal à lire ton pseudo. Bonsoir, et bon courage à lui. J'espère qu'il va se remettre, j'espère, enfin, que si t'en parles, c'est il est toujours là. Et j'espère qu'il va se remettre. On peut récupérer d'un AVC. Généralement, il y a des séquelles. Il y a quelques cas où il n'y a pas forcément de séquelles ou pas de séquelles lourdes, mais encore une fois, ça dépend toujours de la prise en charge. Est-ce qu'elle a été rapide ou pas? C'est pour ça que le temps, c'est comme avec un infarctus, un arrêt cardiaque. Le temps est vraiment il faut intervenir tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Plus on perd du temps, plus il y a un risque accru de séquelles, voire malheureusement de décès. Donc voilà. Mais on peut récupérer d'ailleurs. Toujours là, elle récupère bien, mais le suivi et la rééduque prend son temps. Eh ben, courage à elle et tant mieux si elle récupère bien, parce que c'est vrai que des fois, ça prend plus ou moins de temps. Et avec la rééducation, surtout dans ce genre de cas, voilà, on sait pas trop, on peut pas trop donner, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais de certitude sur qu'est-ce qu'on va récupérer ou pas et le temps que ça va prendre. Donc vraiment force à elle. Donc le décret, donc phase initiale, on essaye d'évaluer l'atteinte neurologique et le niveau de conscience. Le bilan d'imagerie médicale en urgence est réalisé en IRM, donc imagerie par résonance magnétique ou par scanner cérébral. Le bilan permet d'affirmer le diagnostic d'AVC, parce que éventuellement les symptômes peuvent correspondre à autre chose. Déterminer l'origine, à savoir un caillot sanguin obstruant une artère, AVC ischémique, ou une hémorragie au niveau du cerveau, AVC hémorragique. C'est vraiment les deux grandes familles.
En cas d'AVC ischémique, donc avec le petit caillot, d'évaluer l'importance de la zone détruite, infarctus cérébral. En fait, c'est ça, c'est l'infarctus, c'est la mort d'une partie de cellules, qu'elles soient les muscles du cœur ou que ce soit les cellules nerveuses du cerveau. Et de la zone récupérable par un traitement administré en urgence. Donc voilà. Est-ce que Et pour l'AIT, c'est le même bilan. Et un traitement est mis en route pour éviter une récidive ou la survenue d'un AVC. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête dans le cadre d'un AIT, c'est que, on va dire que c'est un signal d'alerte. C'est un premier signal d'alerte qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mm. Donc, récupération, complications et séquelles. La récupération totale après un AVC. Dans la suite d'un accident vasculaire cérébral, la récupération peut être totale en 3 à 6 mois. Les complications et séquelles d'un accident vasculaire cérébral, la principale complication est la survenue d'un nouvel AVC. Voilà, c'est pour ça qu'il faut garder un suivi et souvent il y a des traitements derrière aussi pour éviter la récidive. Le plus souvent, des séquelles d'AVC de gravité variable persistent. Tout dépend du type d'AVC, de sa localisation et de l'étendue des lésions, ce qui est assez logique. Selon la zone, déjà vous aurez des atteintes différentes et si la lésion est plus ou moins étendue, forcément, voilà, des conséquences aussi plus ou moins graves, quoi. La rapidité de la prise en charge médicale et la rééducation sont aussi très importantes. Ça, on l'a dit, on l'a répété. Les séquelles d'un AVC peuvent être multiples et sont parfois responsables d'une perte d'autonomie. Séquelles motrices d'un AVC. Les séquelles motrices sont fréquentes, malheureusement. Une paralysie ou une faiblesse d'un côté du corps, d'un bras. On va parler d'un hémicorps, de la moitié d'un corps, une hémiplégie. Paralysie faciale centrale, des tremblements et des mouvements anormaux. Il y a une atteinte du système nerveux central, donc effectivement, ça peut avoir pas mal d'impact. Troubles des sens et de la compréhension et séquelles psychologiques. Ces troubles perturbent beaucoup la vie quotidienne, troubles de la parole, de l'écriture et de la compréhension orale, problèmes de vision, incapacité à reconnaître ou à utiliser des objets familiers, difficulté à apprendre et à mémoriser une information nouvelle, épilepsie, troubles de l'humeur, dépression, anxiété. Et ça, c'est encore une fois, ça dépend de la localisation et de la taille de la lésion. Perte de l'autonomie, l'ensemble des séquelles peut aboutir à une perte d'autonomie à laquelle peuvent s'ajouter une fatigue, une somnolence dans la journée, des troubles de la continence urinaire. Donc on voit que voilà, ça peut être des troubles assez vastes. Mais bon, quand ça touche le cérébral, malheureusement, c'est fonction de la zone et le cerveau, c'est quand même important. Donc évidemment, les conséquences, elles peuvent être quand même très graves. Je suppose aussi que potentiellement, l'impact psychologique, quand on a été victime d'un AVC, la peur de refaire un AVC, certainement, doit aussi être là, quoi. Donc voilà. Donc ça, je vous partagerai le lien dans le Discord, comme ça vous l'aurez sous la main si jamais vous avez un petit doute. Grosso modo, si on résume, engourdissement, faiblesse, les bras, les jambes, le visage aussi, in fine, difficulté à sourire, bouche tombante, la parole, difficulté à parler ou à comprendre, la vision, trouble de la vision. Et je pensais à l'autre, maux de tête intense, anormal, enfin inhabituel, fort, intense et brutal. Voilà, grosso modo, c'est ça, quoi. Et encore une fois, pour rappel, un seul de ces signes, c'est on appelle.
on appelle. On a un doute, on appelle. Un seul de ces signes, on appelle. Bon, j'avais qu'un pâte à pour ça, je augmente fortement les chances de fitter avec des morceaux de nourriture de la fourrure du pâte à pot. Oui, c'est pas étonnant. Voilà, voilà. Et ben c'est tout pour la l'AVC. Est-ce que vous avez des questions?